Alors, on m'a demandé de parler avec vous de l'engagement, qui à la fois veut tout dire et rien dire. Enfin, c'est un thème très très vaste, et puis on a du mal à voir exactement ce que ça recouvre. Mais j'aimerais bien peut-être essayer de livrer quelques réflexions à partir peut-être de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ou dans laquelle nous avons la sensation de nous trouver. Alors, vous l'avez dit, nous avons quelque chose en commun, c'est que nous sommes de la même génération, nous avons le même âge et donc nous héritons du même avenir. Et puisqu'on est entre nous, on peut se le dire franchement, eh bien, on a un peu l'impression d'être mal barrés. On pourrait dire que tous les voyants semblent au rouge, les voyants économiques, évidemment, mais aussi bien l'état de l'environnement, de l'écologie. La question qui nous concerne, c'est aussi la question de la dette. Voilà, on se demande comment on va la rembourser. La question du chômage, 24% de jeunes sont au chômage, n'arrivent pas à trouver un travail parce que le monde de la formation, nous le savons, est complètement inadéquat à celui du marché du travail. Bref, tout ça semble bien inquiétant. Et puis en plus, on a l'impression de vivre dans un pays qui est relativement paralysé, qui a du mal à se réformer, qui a du mal à se dire les choses. Bref, pour nous qui sommes jeunes et qui allons hériter du monde de demain et qui sommes déjà en train d'y rentrer et qui parfois avons déjà du mal à y rentrer, bien, on peut se dire que rien qui ressemble à quelque chose de très encourageant dans les perspectives qui nous sont offertes aujourd'hui. Alors d'ailleurs, j'ai été invité ici ce soir, je crois, après à cause d'un article aussi que j'ai eu l'occasion de publier dans Libération et qui illustrait bien peut-être le sentiment qui peut être le nôtre en ce moment, dans cette période. En fait, j'avais répondu à une tribune qui était parue dans Libération, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, qui s'appelait « Jeunes de France, votre salut est ailleurs, barrez-vous ». Et donc c'était une tribune qui était très très provocatrice, mais qui en fait disait assez bien, vous voyez, l'impression que nous pouvons avoir aujourd'hui. Voilà, on pourrait se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait encore dans ce pays où tout semble un peu bloqué, tout semble nous être fermé. On pourrait avoir l'impression aussi d'être quelque part les victimes de l'injustice que nous font subir des générations précédentes qui ont accumulé une dette considérable, qui ont construit des dérèglements monstrueux dans le monde de la finance, dans le monde de l'industrie, dans le rapport à l'environnement. Et aujourd'hui, on se retrouve à devoir assumer tout ça et on pourrait avoir le sentiment de se dire, en fait, en réalité, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est déguerpir ou en tout cas trouver les moyens de s'en sortir pour sa propre vie, pour son propre bonheur, pour son propre épanouissement, et puis pour le reste, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas y faire grand-chose. Et donc j'ai répondu une semaine après dans une autre tribune que Libération a publiée et qui disait « Jeunes de France, battez-vous », précisément pour dire peut-être que nous n'avions pas la possibilité de nous désintéresser de l'avenir de notre société, de l'avenir de notre pays. Je voudrais étendre encore le diagnostic, puisqu'on est entre nous là encore, et peut-être on pourrait avoir le sentiment, même encore plus que ces différents voyants économiques, ces différents indicateurs sociaux que je viens de citer, avoir le sentiment que pour nous en particulier, il est difficile d'envisager un engagement dans la société d'aujourd'hui parce que peut-être nos convictions, les idées qui sont les nôtres, les choses auxquelles nous tenons le plus nous éloignent de la société telle que nous la voyons se construire, en ce moment en particulier dans les débats qui l'agitent, et que d'une certaine façon nous avons l'impression que les enjeux qui sont agités aujourd'hui font que nous sommes condamnés au silence, que notre voix ne peut pas être entendue, que nous sommes nécessairement considérés, malgré notre jeune âge, comme les représentants du passé, comme ceux qui n'ont plus rien à dire de l'avenir qui se construit. Et au fond, il y a peut-être quelque chose de très frustrant, d'irritant, un peu d'humiliant aussi, dans ce regard que la société porte sur nous, que les médias projettent sur nous. Nous qui portons certaines valeurs essentielles, eh bien, nous pourrions avoir le sentiment d'être décrédibilisés par avance quant à ces valeurs que nous voudrions porter, avoir l'impression que notre engagement ne peut servir à rien, puisque de toute façon, il ne peut pas être reçu. Alors de ce point de vue-là, eh bien, je voudrais essayer de réfléchir avec vous sur quelques enjeux qui me paraissent essentiels pour caractériser notre situation et le rapport que nous pouvons avoir à la société d'aujourd'hui et de demain. Et d'abord, la première chose importante que je voudrais dire, c'est qu'il me semble qu'au fond, nous n'avons juste pas le droit de ne pas nous engager. Au fond, la situation est désespérée et donc il faut y aller. S'il n'y avait rien à faire, vous voyez, si tout était facile, il n'y aurait même pas de raison de réfléchir à l'engagement. S'il n'y avait pas de problème dans la société, on ne serait même pas là à se poser la question de l'engagement, vous voyez. C'est un problème qui ne se poserait pas. Si tout allait bien, on n'aurait pas besoin d'y réfléchir. C'est une question qui serait sans objet. Si tout allait bien, la société n'aurait pas besoin de nous. Précisément, tout va mal, et donc il y a quelque chose à faire. On pourrait même dire d'une certaine façon qu'il y a tout à faire, ou qu'il y a tout à refaire. Et donc l'engagement est peut-être plus nécessaire que jamais de ce point de vue-là. La suprême erreur, la suprême absurdité, ce serait de se retirer du jeu en disant il y a trop de choses à faire et donc nous n'allons rien faire. Alors, précisément, ce serait
créer une équation qui me paraît déraisonnable. Pourquoi est-ce que nous avons quelque chose à faire aussi? Bien tout simplement parce que nous nous trouvons là et que c'est ce qu'on pourrait appeler une vocation de situation. Le fait que nous soyons là, à ce moment précis, à ce moment de l'histoire, fait que nous avons certains devoirs. Toutes les générations n'ont pas eu les mêmes responsabilités. Et nous n'avons pas à considérer le passé en nous demandant si d'autres auraient pu faire ce que nous avons à faire aujourd'hui. Ce qui importe, c'est quelle est la situation dont nous héritons et qu'est-ce que nous allons pouvoir en faire. Au fond, la vocation, elle ne se décide pas. Nous n'avons pas décidé de naître dans cette situation du monde. Nous n'avons pas décidé de vivre dans une société qui ressemble à celle dont nous héritons aujourd'hui. Bien sûr, ça pourrait nous conduire à penser que, du coup, il faut nous retirer, que nous n'avons rien à en faire, que nous ne sommes pas responsables de ce qui va se produire. Mais en réalité, il me semble que c'est la leçon inverse que nous devrions tirer. Nous héritons d'une situation, quel que soit le regard que nous portons sur elle, il faut bien que nous en fassions quelque chose, et donc nous ne pouvons pas nous en désintéresser. Et puis au fond, ce à quoi j'avais le plus réagi dans cette tribune qui s'appelait « Jeunes de France, barrez-vous », c'était à l'idée que nous n'aurions pas de devoir. Au fond, vous savez, aujourd'hui, on parle toujours de droits, on parle toujours de nos intérêts personnels, mais on ne parle jamais de devoirs, et notamment, on ne parle jamais des devoirs que constitue le fait pour nous d'avoir reçu quelque chose en héritage. Précisément, le vigneron, le cultivateur, sait que le travail de la terre prend du temps, sait que la terre qu'il reçoit, elle a déjà été fécondée par le travail des générations antérieures, et nous, même si par bien des égards nous pourrions reprocher quelque chose aux générations qui nous ont précédés, nous devons reconnaître néanmoins que nous recevons quelque chose qui n'est pas rien. Que nous recevons un pays, que nous recevons une société, une tradition juridique, une tradition politique, un certain nombre de valeurs qui ont été mûries au fil du temps, et tout cela, nous avons quelque chose à en faire. Et donc, il me semble que nous ne pouvons pas, tout simplement, dans la situation actuelle particulièrement, nous n'avons tout simplement pas le droit de penser notre propre vie pour nous-mêmes. Je crois que ce serait la plus grande erreur, ce serait de penser notre avenir, de penser notre carrière, de penser notre formation, de penser notre métier simplement pour nous-mêmes. Comme s'il s'agissait d'une simple équation personnelle. Comme si la question était simplement le nombre de K-euros que nous allons gagner à la fin de l'année. Je crois que nous n'avons pas le droit de réfléchir à notre vie de cette façon-là. Et peut-être aujourd'hui, moins que jamais, précisément parce que notre vie, parce que nos compétences, parce que notre formation, parce que notre profession est importante non pas seulement pour nous, mais pour la société qui l'attend et qui en a besoin. Au fond, on a l'impression, vous voyez, de vivre dans une société où on manque de cap, on manque d'une orientation, on manque de compétences, on manque de clarté dans le regard. Tout cela, nous pouvons y contribuer, et donc nous devons y contribuer. C'est précisément parce qu'il y a tout à faire que nous avons moins que jamais le droit de réfléchir à notre propre vie pour nous-mêmes. Et même, nous avons moins que jamais le droit de réfléchir au salut de notre communauté ou de la petite société que nous formons, comme si elle était indépendante de la société dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes une petite société, nous avons nos relations d'amitié, nous avons des convictions en commun, il y a des valeurs que nous partageons. Je pense que ceux qui sont ici viennent ici parce qu'ils partagent des choses importantes, mais nous n'avons pas le droit de nous renfermer dans ce cercle que nous constituons, et nous n'avons pas le droit de faire comme si le salut de notre petit cercle, de notre communauté, de notre société à nous, était indifférent au bien de la société dans son ensemble. En descendant l'escalier, je voyais qu'il y avait des très belles images de mer dans l'escalier, des images de bateaux parfois dans la houle et dans la tempête. Vous savez qu'en philosophie, depuis toujours, l'image qui est utilisée pour décrire la société, c'est l'image du bateau, de l'embarcation. Parce que l'image de l'embarcation, elle dit bien ce qu'est une société. Précisément, que nous le voulions ou non, nous sommes embarqués. Et nous sommes précisément à l'intérieur de ce bateau dont la destinée nous importe. Et nous ne pouvons pas nous désintéresser de l'orientation que suit le bateau dans lequel nous sommes embarqués, parce que nous ne pouvons pas faire comme si il y avait une indépendance, une indifférence entre notre propre accomplissement, l'accomplissement de notre vie, notre réussite personnelle, notre réussite professionnelle, notre réussite familiale et le salut ou le bien de la société. Voilà le premier point que je voulais évoquer. Alors il est peut-être un peu théorique, mais peut-être essayons de lui donner un contenu. Quelle est la principale difficulté que rencontre la société aujourd'hui, et la principale difficulté peut-être que nous rencontrons vis-à-vis de cette société? Alors évidemment, il y a toujours quelque chose de très présomptueux à essayer de faire un diagnostic, encore plus quand on m'a dit qu'il fallait que je parle 45 minutes, donc essayer de discerner le problème que rencontre la société aujourd'hui en moins de 45 minutes, c'est une gageure dont je ne prétendrai pas sortir nécessairement vainqueur, mais peut-être pour essayer de rassembler le sentiment que je peux avoir en une seule idée, je dirais que notre société est piégée aujourd'hui par l'idée que la vérité n'existe pas. Alors vous allez dire, ça fait très conceptuel, et c'est sans doute la déformation professionnelle du prof de philo qui s'exprime, mais malgré tout, je crois quand même qu'il y a quelque chose de central là-dedans.
L'idée que la vérité n'existe pas. Il n'y a pas de vérité. Nous vivons dans une époque relativiste, c'est une banalité de le dire, nous vivons dans une époque où il est convenu de dire que chacun a sa vérité, que chacun suit sa vérité, que chacun peut disposer de sa vérité comme il l'entend, qu'il faut respecter la vérité des uns et des autres, et toute la journée, il suffit d'ouvrir un journal, d'écouter une radio, de regarder une télévision pour entendre des formules telles que c'est ma vérité, il faut respecter ma vérité, ou alors Laurie a expliqué dans sa biographie sa part de vérité, ou bien, je ne sais pas, l'invité de SPNSP a livré sa vérité à l'assistance, le condamné a évoqué sa part de vérité. Bref, ce sont des expressions très courantes que nous entendons répéter sans arrêt. Bref, il n'y a pas une vérité. Affirmer qu'il y a une vérité qui est la même pour tout le monde, c'est une affirmation absolument terrifiante, qui nous angoisse profondément, parce que nous avons l'impression que s'il y a une vérité, eh bien, nous allons nous faire la guerre, parce que s'il y a une seule vérité, nous allons forcément en venir aux mains pour savoir ce que c'est que la vérité, et nous allons nous taper dessus parce que nous ne sommes pas d'accord. Donc nous préférons nous réfugier dans cette idée assez prudente qu'il n'y a pas une vérité, mais que chacun a sa vérité, et que donc il importe de tous se respecter. Enfin, jusqu'à un certain point, malgré tout, parce qu'il y a quand même des situations dans lesquelles la vérité est unique et universelle. Par exemple, le nazisme c'est le mal, le fascisme c'est le mal, l'homophobie c'est le mal, le racisme c'est le mal. Enfin, il y a des choses qui sont universellement vraies quand même, on ne faut pas déconner non plus. Mais pour le reste, vous voyez, en dehors de ces grands dogmes que nous partageons, il n'y a pas de vérité. Cette idée, de toute évidence, elle est infondée, elle est infondable, elle est rationnellement impossible à vérifier. Enfin, de fait, le racisme est universellement mauvais, l'homophobie c'est universellement mauvais, le nazisme aussi. Donc il y a des choses qui sont universellement bonnes et d'autres qui sont universellement mauvaises. Il y a des choses qui sont universellement vraies et d'autres qui sont universellement fausses. Et si dans cette salle, quelqu'un dit que la porte de l'entrée est ouverte et quelqu'un d'autre dit que la porte de l'entrée est fermée, eh bien il y en a forcément un qui se trompe et un qui a raison. Quand vous affirmez ça à des élèves de terminale, vous constatez qu'ils sont tous tétanisés par cette simple affirmation. Ok pour la porte, on est d'accord, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, on est encore prêt à l'admettre, mais l'idée par exemple que ce soit la même chose pour Dieu, ou que ce soit la même chose pour les affaires de la politique, pour le bien et pour le mal, cette idée-là, ça nous terrorise, quoi. Donc je suis obligé de dire à mes élèves que si dans la salle il y en a qui affirment que Dieu existe et d'autres qui affirment que Dieu n'existe pas, et si nous sommes certains de parler de la même chose, eh bien il y en a forcément certains dans la salle qui ont raison et d'autres qui ont tort. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. C'est pas possible de dire à chacun sa vérité. Ça n'a juste aucun sens. S'il y en a dans la salle qui disent que Dieu existe, d'autres qui disent que Dieu n'existe pas, il y a forcément certains qui ont raison et d'autres qui ont tort. Et si certains affirment que pour résoudre les difficultés que la France rencontre aujourd'hui du point de vue économique, eh bien, il faut alléger les charges patronales pour faciliter les recrutements et pour fluidifier le marché de l'emploi, et d'autres qui affirment qu'au contraire, il faut augmenter les impôts pour favoriser la formation des chômeurs, il y en a forcément un qui ont raison et les autres qui ont tort. C'est pas possible autrement. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort. Je dis que tout le monde ne peut pas avoir raison en même temps, et qu'on ne peut pas se restreindre à dire que c'est chacun sa vérité. Alors en fait, quand on a dit ça, on a l'impression quand on dit ça à des élèves, ils vous regardent avec angoisse comme si vous étiez justement un méchant fasciste, mais en réalité, c'est une absurdité, parce que reconnaître que la vérité est la même pour tous, c'est le seul moyen de reconnaître que nous avons quelque chose à nous dire. Si certains dans cette salle pensent que Dieu n'existe pas, et que moi je pense que Dieu existe, alors leur opinion devient infiniment précieuse pour moi, parce que ça signifie que peut-être ils ont quelque chose à m'apprendre, ou que peut-être j'ai quelque chose à leur apprendre. Et donc c'est le début du dialogue. Si nous parlons politique, et que certains dans cette salle considèrent qu'il faut augmenter les charges patronales pour pouvoir favoriser la formation des chômeurs, et que d'autres pensent dans cette salle qu'il faut au contraire diminuer les charges patronales pour pouvoir fluidifier le marché de l'emploi, alors il est très important que nous nous parlions, que nous échangions nos arguments, que nous essayions de nous démontrer les uns aux autres par quels moyens nous arrivons au résultat que nous produisons. Et donc, si nous affirmons qu'il y a une vérité, nous disons que nous avons quelque chose en commun. Que nous avons quelque chose en commun à chercher, qui est cette vérité que personne ne possède précisément. Je ne peux pas dire que c'est ma vérité, ni que c'est la vérité de celui d'en face. Ça n'est la vérité de personne, c'est la vérité de tout le monde. C'est la vérité précisément, ça n'est pas ma vérité. C'est notre bien commun précisément. C'est quelque chose vers lequel nous avons tous à aller. Et donc, à partir du moment où nous affirmons qu'il y a une vérité, eh bien nous commençons à parler ensemble. Si chacun a sa vérité, ça ne sert à rien de parler, vous voyez. Si vous dites tu crois en Dieu mais je ne crois pas, chacun sa vérité, c'est cool. On peut aller faire du foot, on peut aller pêcher à la ligne, on peut jardiner ensemble si on veut, mais enfin on ne peut pas parler de Dieu, vous voyez, parce que chacun sa vérité. Donc le dialogue est inutile et impossible, et donc on ne se parle plus, et donc on ne se comprend plus, et donc on a peur les uns des autres. Et cette peur, vous voyez, on la vérifie partout aujourd'hui. Le grand paradoxe, c'est que l'idée que chacun a sa vérité, ça nous paraît être la clé de voûte de la tolérance et du respect,
En fait, en réalité, on passe notre temps à répéter qu'il faut être tolérant, mais puisqu'il n'y a pas de vérité, on se demande même pourquoi il faut être tolérant. Après tout, pourquoi la tolérance serait-elle un bien puisqu'il n'y a pas de vérité, puisque chacun a sa vérité. Et si j'affirme qu'il faut être intolérant envers certaines opinions, là j'ai le droit de l'affirmer, c'est ma vérité, donc je peux défendre cette idée-là. En réalité, vous voyez, on se plonge dans un abîme de contradictions, d'absurdités, et surtout on s'interdit de parler ensemble, on s'interdit de dialoguer ensemble. Et de fait, le propre de la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'il n'y a plus de véritable dialogue. Le dialogue est suspendu. Le dialogue ne sert plus pour chacun qu'à préserver ses opinions, à défendre ses valeurs, à défendre ses convictions, mais non plus à chercher ensemble la vérité. Vous allumez votre radio le matin, vous écoutez France Info et vous entendez chaque matin ce spectacle déprimant du match de France Info. Alors on met un type qui est bien de droite, là il est patron du Figaro, par exemple, un type qui est bien de gauche, qui est patron de Libération, et chacun joue son rôle, et il se tape dessus. Vous voyez, mais il n'y en a jamais un qui va dire, en fait vous avez raison, il est juste votre argument, vous voyez, enfin, c'est-à-dire très précisément plus personne n'est prêt à changer d'avis. Nous ne sommes plus là que pour défendre nos opinions. Et bien souvent, même nous, qui parfois, parce que par exemple nous sommes croyants, affirmons qu'il y a une vérité, eh bien nous nous enfermons dans ce lexique relativiste en disant par exemple que nous avons à défendre nos valeurs, que nous voulons défendre nos convictions, autrement dit que nous voulons défendre quelque chose qui nous est propre, alors qu'en réalité, ce qui importe, c'est de défendre ce qui est vraiment juste et bon pour notre société dans son ensemble, et donc qui est vraiment juste et bon pour tous ceux qui sont prêts à raisonner, à réfléchir et à s'accorder sur des points de consensus qui pourraient nous indiquer précisément le lieu d'une vérité possible. Donc il me semble que le principal piège dans lequel nous nous trouvons, c'est cette idée qu'il n'y a pas de vérité. Et s'il n'y a pas de vérité à défendre, alors à quoi sert l'engagement? À quoi sert notamment l'engagement politique? Bien, il ne sert à rien d'autre qu'à défendre ses ambitions, évidemment. Puisque précisément chacun a sa vérité, ça ne signifie plus rien d'autre précisément qu'il n'y a pas de terrain commun pour exercer l'activité politique. L'activité politique, elle est classiquement définie par la philosophie antique, notamment par la philosophie grecque, comme le fait de parler ensemble. Faire de la politique, c'est discuter ensemble sur ce qui concerne la société. C'est le logos partagé. C'est le fait qu'on échange ensemble un certain nombre de raisons sur ce qui nous est commun. Nous avons un bien commun, nous avons des affaires communes, et faire de la politique, c'est parler ensemble de nos affaires communes. S'il n'y a plus ce bien commun, s'il n'y a plus de vérité en commun, s'il n'y a plus rien à chercher ensemble, si chacun a sa vérité, bien nous n'avons plus rien en commun. Et donc le relativisme est le corrélat théorique de cet individualisme pratique dans lequel nous sommes enfermés. S'il n'y a plus de vérité, si nous n'avons plus de lieu commun qu'est la vérité, si nous ne convergeons plus vers ce lieu commun, bien du coup l'activité politique se réduit à un individualisme total et définitif. Ce qui compte, ce qui prime d'abord, c'est l'ambition. Et de fait, vous voyez qu'aujourd'hui, dans le monde politique, nous assistons au spectacle d'une ambition décomplexée, totalement débridée, qui s'affirme en premier avant d'affirmer des convictions. D'ailleurs, les convictions peuvent aisément varier au fur et à mesure que l'ambition le nécessite. Ça a peut-être toujours été le cas, mais ce qui est peut-être nouveau, c'est précisément le fait qu'au fond, cette primauté de l'ambition est reconnue comme assumée, comme reconnue sans complexe par rapport à l'idée qu'il y aurait quelque chose à défendre. On a des valeurs très faibles, qui après tout sont les mêmes pour tout le monde. On se demande bien parfois ce qui distingue la gauche de la droite. Tout le monde est prêt à se dire justement, tout le monde est prêt à se dire humaniste, tout le monde est prêt à se défendre la tolérance, le respect, la prospérité, mais voilà, ça ne constitue pas un socle de conviction très précis et une idée, une vision de ce qu'est le véritable bien pour la société. Donc je crois que ce premier écueil qui guette le monde politique en particulier, mais la société dans son ensemble, c'est cette espèce de relativisme qui conduit à un individualisme pratique dans lequel nous nous trouvons placés aujourd'hui. Maintenant, il y a un autre écueil qui peut-être nous concerne plus nous, et quand je dis nous, là encore, je voudrais englober d'une façon générale ceux qui, et encore une fois, je crois que vous êtes nombreux ici à le penser, ceux qui croient en quelque chose, ceux qui sont croyants et qui notamment donc affirment qu'il y a une vérité et que la vérité doit être défendue. Et je crois que le risque qui nous guette, c'est de croire dans l'évidence. En réalité, il y a une vérité, je l'ai dit, ça n'est même pas possible d'affirmer le contraire, c'est rationnellement impossible de fonder l'attitude relativiste. Il y a une vérité, mais je crois qu'il n'y a pas d'évidence. Pour le dire autrement, la vérité ne saute pas aux yeux. La vérité ne saute pas aux yeux. Il faut que nous arrivions, pour cela, qu'elle soit comprise et reçue, à trouver les mots qui permettent qu'elle soit reçue et qu'elle soit comprise. La vérité ne saute pas aux yeux. Et parfois, ça nous échappe complètement, et nous voudrions que la vérité apparaisse par elle-même.
Je pense en particulier, pour faire évidemment référence à un débat qui nous agite particulièrement aujourd'hui, qui est la question du mariage pour tous, hein, que nous sommes parfois un peu piégés lorsque nous... Enfin, ceux qui voudraient s'opposer à cette réforme du mariage pour tous se trouvent un peu piégés par le fait qu'au fond, ça leur paraît évident, vous voyez. Un père, une mère, c'est élémentaire. Enfin, vous voyez, ça saute aux yeux, quoi. Enfin, pour faire un gamin, il faut quand même un papa et une maman, c'est évident. Mais en réalité, non. Ça n'est pas évident. C'est vrai, mais ça n'est pas évident. La vérité n'est pas l'évidence, encore une fois. La vérité ne saute pas aux yeux. La complémentarité de l'homme et de la femme, la différence même de l'homme et de la femme, elle est vraie, elle est réelle, mais elle ne saute pas aux yeux. Elle n'est pas évidente. Voir les différences suppose une certaine culture, suppose un certain regard. Et par culture, j'entends ici tout ce qui modèle notre regard, tout ce qui nous aide précisément à faire des différences. Je voudrais m'appuyer pour le montrer sur un exemple auquel nous allons nous essayer dans un très court instant, et qui est l'exemple de l'œnologie. Prenons l'œnologie. Comme je le disais aux producteurs que nous recevons, enfin que nous recevons, qui va nous faire bénéficier de ces merveilles tout à l'heure, je suis un profane en matière d'œnologie, je ne connais absolument rien, j'adore le vin, j'adore le bon vin, comme vous sans doute, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. En revanche, j'ai un très bon ami qui a grandi dans le Bordelais et qui, comme tout Bordelais, a eu l'occasion de fréquenter depuis sa prime jeunesse la diversité des vins merveilleux de cette région. Et donc il s'y est beaucoup familiarisé et il m'impressionne énormément parce que quand il boit un vin, il est capable de dire quel est le cépage, comme vous, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous peut-être dans cette salle, capable de dire quel est le cépage, quelle est l'origine du vin, si c'est un grand millésime ou si c'est un vin relativement médiocre, si c'est un grand cru ou si c'est un vin moyen. Autrement dit, il est capable d'avoir un jugement extrêmement juste et sûr, et donc il est capable de distinguer les vins, de faire des distinctions, d'opérer des distinctions. Ces distinctions, elles sont fondées sur la réalité du vin. C'est des distinctions qui sont objectives. Et de fait, il y a objectivement des grands crus, il y a objectivement des moins bonnes années. Il y a objectivement des appellations prestigieuses et qui donnent des très grands vins, et puis objectivement des vins de moins bonne qualité. Ça, c'est objectif, vous voyez, c'est une vérité. C'est-à-dire que ça dépend de l'objet, ça ne dépend pas de notre opinion. Il ne donne pas son opinion sur le vin. Mais il réussit à faire des distinctions que moi, je ne sens pas, qui ne m'apparaissent pas à moi. Tout simplement parce que je n'ai pas la culture du vin, que je n'ai pas assez la culture du vin. Autrement dit, faire la distinction entre un grand vin et un vin médiocre suppose une certaine culture, suppose une familiarité, suppose un certain regard. Un regard qui a été habitué, qui a été éclairé, qui a été instruit, un regard qui a reçu précisément un certain savoir, qui a formé sa capacité à distinguer les différences qui s'opèrent entre les vins. Et c'est vrai de tous les champs de la culture, de tous les champs de l'art en particulier. À la première fois de votre vie que vous avez entendu un opéra, quand vous étiez enfant, vous avez peut-être plissé les yeux en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre ?» Mais petit à petit, oui, on se familiarise, on apprend à reconnaître un grand opéra, précisément de la dernière chanson de Rihanna, par exemple, on apprend à reconnaître exactement le même plaisir esthétique qu'on trouve dans un air de Rigoletto et dans une chanson de Section d'Assaut. Et bien ça, c'est la culture, vous voyez. La culture, c'est ce qui permet d'apprendre à faire des différences. Mais ces différences, encore une fois, elles ne sautent pas aux yeux, elles ne s'imposent pas d'elles-mêmes. La différence, par exemple, entre l'homme et la femme, elle ne saute pas aux yeux, quoi qu'on en dise. Elle ne nous saute pas aux yeux. Faire la différence, apprendre à reconnaître cette différence qui existe dans la nature entre l'homme et la femme, apprendre à la reconnaître suppose une certaine culture, suppose un certain regard. Et de fait, nous vivons aujourd'hui dans une certaine culture qui nous apprend à ne pas faire de différence, qui nous apprend à rejeter les différences. De fait, toute différence nous apparaît comme une inégalité, et toute inégalité nous apparaît comme une injustice. Et donc les différences nous sont devenues insupportables, quelles qu'elles soient. C'est curieux d'ailleurs, parce qu'on est de la génération qui a grandi dans l'incantation du respect des différences. Quand on était petit, on n'a pas arrêté de nous dire ça. Les différences, c'est cool, il faut respecter les différences, vivre la diversité et tout. Mais en fait, en réalité, on se rend compte que nous détestons les différences, que nous en avons une peur terrible, et que nous les vivons mal, précisément. D'une façon générale, nous vivons très mal la différence. Alors, il y a la différence de l'homme et de la femme, mais il y en a d'autres. Par exemple, quand vous êtes prof de philo, vous pouvez savoir qu'il y a un cours dans l'année qui est horrible en terminale. Il y a un cours qui est horrible. Alors maintenant, j'enseigne plus en terminale, mais en terminale, je faisais l'expérience à chaque fois. Il y a un cours qui est super pénible. Ça suscite la polémique, c'est la guerre des tranchées. Vous prenez des coups, il y a des projectiles, des boulettes et tout. Enfin, c'est terrible, c'est la révolte. Les élèves se rebellent, argumentent dans tous les sens. Enfin, bon, c'est un cours très très pénible. C'est pas le cours sur la religion. C'est pas un cours sur la politique. C'est pas un cours sur la justice. Non, non. C'est le cours sur le langage. Parce que quand vous parlez du langage, vous en venez à parler de la différence entre le langage humain
et la communication animale. Le fait que les animaux communiquent entre eux, c'est vrai, mais les animaux n'ont pas un langage, parce qu'un langage, c'est un système de signes articulés et conventionnels. Un langage, donc, c'est un dictionnaire, et on dit que bouteille désignera cet objet qui est une bouteille, et ça, c'est artificiel. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs langues. Alors, on dit que les hommes ont un langage et les animaux n'ont pas de langage. Ils ne parlent pas comme les hommes. Alors là, révolution dans la salle. Ah, monsieur, c'est pas vrai, moi, mon chat, il me parle. Et d'où vous dites que mon chat, il communique pas avec moi? Et bien sûr que si, je sais très bien que mon poisson rouge, il est triste quand je sors. Et donc, l'idée, vous voyez, l'idée que vous ayez osé faire une différence entre l'homme et l'animal suppose que d'abord, vous méprisez l'animal. Mépriser l'animal, c'est insupportable. Et donc, vous avez commis un acte terrifiant et vous avez rejeté dans les limbes mon chien qui, le matin, pleure en me voyant partir. Et donc, vous êtes obligé d'expliquer à vos élèves que vous êtes désolé, j'ai pas voulu dire du mal de votre chien, je suis vraiment confus. Bien sûr, en plus, je ne nie pas que le chien communique précisément, qu'il puisse dire quand il a envie de sortir et qu'il en a marre d'être resté à l'intérieur. Bien sûr, le chien communique, même d'une façon souvent très expressive. Les animaux communiquent entre eux, même parfois ils communiquent bien mieux que les êtres humains avec leur langage, justement. Mais les animaux ne parlent pas, et alors au bout de 2 heures, un peu décontenancés, vous êtes obligé de finir par dire, bon écoutez, je veux bien, alors je connais tous les exemples, hein. Les dauphins ont des prénoms, les chimpanzés comptent jusqu'à 4, les bonobos sont capables d'éduquer leurs enfants, etc. Enfin, bon, au bout de tout ça, vous êtes obligé de dire au bout de 2 heures, bon, écoutez, je veux bien répondre à vos objections, mais quand même, à un moment, il faut finir par reconnaître que, même si les chimpanzés comptent jusqu'à 4 et que le bonobo éduque leurs enfants, on n'a jamais vu un bonobo composer un sonnet au soleil couchant par amour de sa belle et se suicider par amour. Enfin, vous voyez, bon, il y a quand même une différence entre l'homme et l'animal, et vous ressentez un peu décontenancé en vous disant, mais au fond, ça a quelque chose d'incroyable qu'on soit obligé de démontrer, vous voyez, de raisonner sur le fait qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal. Même simplement, on n'a jamais vu des hommes s'assembler ensemble pour faire une conférence de philosophie un soir avant d'aller déguster des vins. Enfin, je sais pas, on n'a jamais vu le bonobo se demander en quoi il était différent des hommes. Et c'est pas seulement parce qu'on ne comprend pas, c'est juste parce que ça ne se produit pas. Enfin, Donc, vous voyez, on pourrait être un peu dans cette situation de désarroi en se disant, mais au fond, mais pourtant c'est évident, quoi. Vous voyez, c'est évident. La vérité, elle saute aux yeux. Mais en fait, non, en réalité, la vérité ne saute pas aux yeux. Donc, double péril, vous voyez, peut-être double danger qui guette le monde dans lequel nous vivons et puis notre petit monde à nous, peut-être. Le danger pour le monde, c'est de croire qu'il n'y a pas de vérité, mais le danger pour nous, c'est un peu de trop croire dans la vérité, de trop croire dans la force de la vérité, et de croire en particulier qu'elle se passe de nous, et qu'elle se passe de notre engagement. En réalité, ce que ça veut dire, ce très très rapide développement, ça signifie simplement que pour que la vérité rejoigne ceux qui nous entourent, pour que ce que nous croyons être vrai, ce que nous avons identifié comme étant vrai, puisse rejoindre ceux qui nous entourent, nos contemporains, ceux qui sont autour de nous, eh bien, cette vérité, elle a besoin de nous. Elle a besoin de notre parole. Elle a besoin que nous soyons là pour témoigner, pour informer la culture dans laquelle nous vivons, pour contribuer à la former et pour faire en sorte que cette vérité rejoigne ceux qui sont autour de nous. J'en tire une conséquence qui moi, me paraît être déterminante, et c'est là aussi une petite erreur de perspective qu'il me semble important de corriger. Cette conséquence, c'est que la priorité, c'est l'engagement culturel, au sens le plus large de ce terme. Je ne veux pas dire par là qu'il faut tous devenir des artistes. Quand je parle de culture, vous l'avez compris, je ne parle pas des beaux-arts. Je parle de la culture au sens de tout ce qui fait que nous regardons le monde d'une certaine façon. Et en ce sens, notre engagement sur le terrain culturel est nécessaire, et ça signifie aussi qu'il est nécessaire aujourd'hui. C'est-à-dire par notre simple engagement personnel, par notre simple témoignage, par les conversations que nous pouvons avoir autour de nous, par le travail intellectuel que nous pouvons faire, par les dialogues que nous pouvons échanger, eh bien notre engagement est requis précisément pour que se transforme la culture dans laquelle nous vivons. Ce qui est premier, c'est la culture, et ça n'est pas la politique. Et bien souvent, là encore, je vois que dans notre société, et dans notre petit monde aussi en particulier, nous sommes victimes d'une distorsion de perspective, et nous croyons que la priorité, c'est la politique. Et nous croyons que la politique a le pouvoir. Mais c'est une absurdité. La politique n'a pas le pouvoir. La politique n'a pas le pouvoir, et elle ne l'a jamais eu. Jamais. Elle ne l'a pas en démocratie, parce qu'il est évident que, d'une façon générale, à la fin, ce dont le peuple est majoritairement convaincu finira par se réaliser à très court terme dans une démocratie. C'est une nécessité. Lorsque le peuple est convaincu, par exemple, lorsqu'une majorité de l'opinion est absolument convaincue que l'euthanasie est une chose juste et nécessaire, l'euthanasie se fera. C'est impossible autrement, vous voyez. Dire que le candidat qui la défendra sera élu un jour. Et le candidat qui ne la défendra pas ne pourra pas être élu.
Donc, celui qui modèle l'opinion commune modèle la politique. C'est vrai en démocratie, mais c'est vrai dans tous les régimes. Machiavel, qui n'est pas spécialement un démocrate, enseigne à son patron, dans Le Prince, à faire en sorte que le peuple le soutienne. Parce que Machiavel sait que le plus grand autocrate du monde et que le plus parfait dictateur ne gouverne jamais longtemps contre son peuple. Donc, au fond, ce qui importe, c'est d'abord le terrain de l'opinion, ou ce que j'appelais tout à l'heure le terrain de la culture. Ce qui compte, c'est d'abord que nous ayons la possibilité, que nous fassions en sorte précisément que cette vérité que nous voudrions porter, dont nous voudrions témoigner, qui ne nous appartient pas et qu'il nous appartient de faire partager aux autres, que cette vérité, elle puisse informer le regard de ceux qui sont autour de nous. Pour reprendre l'exemple dont je parlais tout à l'heure, ceux qui ont gagné le combat pour le mariage homosexuel ne sont pas les députés et les sénateurs qui, dans quelques jours ou dans quelques semaines, vont s'applaudir eux-mêmes d'avoir voté cette grande réforme pour le projet de l'humanité. Ceux qui ont fait le mariage homosexuel sont ceux qui ont réussi à faire accepter à une majorité de gens qu'un papa et une maman, c'était la même chose. Qu'un homme et une femme, au fond, c'était la même chose. Autrement dit, par exemple, parmi d'autres, les partisans de la théorie du genre qui ont poussé cette idée-là, tous ceux qui ont réussi à modeler le regard que nous portons sur la différence des sexes et à faire en sorte que cette différence nous apparaisse aujourd'hui comme quelque chose de révoltant. Vous allez voir dans quelques jours, ça va être la journée de la femme, pardon, la journée des droits des femmes, pardon, Madame Palomel-Cassel, je vais pas cool, la journée des droits des femmes, et ça va être épouvantable parce que maintenant la journée des droits des femmes consiste à nous expliquer que les femmes n'existent pas et que les femmes sont des hommes comme les autres. Et que si vous parlez à une femme différemment que si vous parlez à un homme, vous êtes un terrifiant sexiste et que vous êtes coupable. Et en plus, moi qui suis un homme, je suis présumé sexiste et donc je suis présumé méchant. D'ailleurs, j'ai vu que France Télévisions allait créer, j'ai dit ça parce que je trouve ça particulièrement horrible, j'ai vu ça la nuit dernière, atroce, une petite série qui s'appelle Le Bureau des affaires sexistes où les hommes se feront juger pour toutes les vilainies qu'ils passent leur temps à dire sur les femmes. Et qui consiste à reconnaître que les femmes sont des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont un peu différentes que nous. Pour le dire autrement, au fond, le combat, par exemple, sur cette question-là, typiquement du mariage homosexuel, ça n'est pas d'abord un combat politique, mais c'est d'abord un combat culturel. La question qui se pose, c'est d'abord de savoir quel regard nous portons sur la différence des sexes. Est-ce que cette différence-là, nous voulons la combattre comme quelque chose qui nous impose une limitation insupportable à nos désirs, quelque chose qui impose à nos désirs, à notre désir d'enfant en particulier, une borne qui nous révolte, parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel du droit, moi qui suis un homme, si je veux avoir un enfant, il faut encore que je trouve une femme qui veuille bien coopérer avec mon projet, et ça, c'est insupportable. Est-ce que donc nous voulons que la nature, dans sa limitation, dans sa particularité, que notre nature, dans sa particularité, soit regardée comme un obstacle qui gêne mon désir et mon projet, ou est-ce que nous voulons recevoir cette limite que la nature nous impose, c'est vrai, comme le lieu d'une fécondité qui est belle et qui mérite d'être reçue, comme le lieu aussi d'une limite à nos désirs qui est sage et qu'il est utile de respecter parce que satisfaire tous nos désirs serait la clé la plus sûre de notre malheur. Au fond, c'est exactement l'ambiguïté, l'hésitation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce qui compte, encore une fois, c'est de savoir quel regard notre société va porter sur la différence des sexes, et lorsqu'elle aura porté sur la différence des sexes, ou lorsqu'elle porte sur la différence des sexes un regard qui est positif et qui dit que la différence des sexes doit être respectée parce qu'elle est le lieu d'une fécondité naturelle, lorsque notre société portera sur la nature un regard positif qui consistera à dire qu'il faut recevoir la nature, qu'il faut l'admirer, qu'il faut savoir recevoir ses enseignements, un peu le même regard que nous portons aujourd'hui sur l'environnement, c'est-à-dire sur la nature à l'extérieur de nous, alors dans ce cas, eh bien, nous aurons gagné, ou nous reviendrons sur cette question du mariage homosexuel. Mais ça n'est pas, encore une fois, d'abord une question politique. On m'a souvent demandé de parler de l'engagement politique, mais en fait, en réalité, ce que la présentation de tout à l'heure ne disait pas, moi je suis tombé dans la politique un peu par hasard, mon projet ça a toujours été d'enseigner la philosophie, j'ai jamais adhéré à un parti, et la seule fois de ma vie où je me suis présenté à des élections, j'étais sûr de les perdre, donc c'est une sorte de curieux retournement de l'histoire, quelque chose que je n'avais pas prévu et dans laquelle je n'ai aucun mérite qui fait que j'ai été élu et élu aussi jeune. Mais au fond de moi, et c'est ça le grand paradoxe, je suis absolument persuadé que l'engagement politique n'est pas du tout la priorité. Bien sûr, il faut aussi qu'il y ait des gens qui s'engagent politiquement, mais ça n'est pas d'abord par la politique qu'une société évolue, c'est d'abord par la culture. Voilà donc le point qui me semblait important de soulever. Je crois donc que si je devais résumer mon propos, d'abord nous n'avons pas le droit de nous désintéresser, je regarde parce que j'ai noté ce que j'avais à dire et je ne voudrais pas oublier un point parce qu'après je serais terriblement frustré. Je disais donc que nous ne pouvons pas faire comme si notre bien personnel et notre succès individuel devaient être distingués
du bien que nous espérons pour la société, que nous avons des choses à dire, que nous avons des choses à faire, des choses à transmettre, et que nous devons les faire partager. Et pour le faire, eh bien, il me semble qu'il faut remettre l'accent sur la priorité qui est l'engagement culturel. Et cet engagement culturel, du coup, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des postes de responsabilité pour commencer à agir. Au fond, on commence à agir sur la culture de l'intérieur. Les vrais changements sont toujours intérieurs. C'est vrai dans notre propre vie, c'est vrai dans notre vie personnelle, et si j'ose dire, c'est vrai dans notre vie spirituelle. Le véritable changement est toujours intérieur. Le seul vrai changement, le seul changement qui compte, c'est le changement de l'intérieur. Et de ce point de vue-là, nous n'avons pas besoin d'attendre d'avoir du pouvoir, d'avoir des responsabilités, d'avoir de l'influence, d'avoir de la notoriété pour commencer à agir. Ce qui compte, c'est que nous puissions mettre à profit les occasions qui nous sont données d'agir de l'intérieur sur la société telle que nous la recevons. Ça, c'est le point qui me paraît le plus important à soulever. Je termine d'une simple remarque pour dire qu'au fond, le fait même de notre engagement, le simple fait de notre engagement, me paraît être la solution à la situation que nous traversons. Au fond, toutes les formes de la crise dont nous parlons sans arrêt, toutes les formes de la crise que notre société traverse, quelle qu'elle soit, que ce soit la question de la dette, la question du chômage, la question de la structure de l'économie, la question de l'écologie, bref, toutes les formes de la crise que traverse la société dont nous héritons, elles sont dues, me semble-t-il, à une seule raison, à cet individualisme dont je parlais tout à l'heure et qui est la conséquence nécessaire, la conséquence pratique du relativisme que j'évoquais. Au fond, toutes les causes de la crise tiennent à une seule, c'est-à-dire au fait que nous sommes largement convaincus que notre vie doit être pensée pour nous-mêmes. Et que être heureux dans l'existence, c'est construire sa vie pour soi-même. Que être heureux suppose de satisfaire ses désirs personnels. Si nous sommes face au mur de la dette que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que des générations de responsables politiques, encouragés en cela par des générations de citoyens qui les ont élus pour cela, ont préféré sacrifier l'avenir pour favoriser le présent. Si nous sommes placés devant la difficulté que nous rencontrons dans la crise écologique et climatique, c'est parce que des générations de responsables politiques et économiques, encouragés par des générations de citoyens qui les ont élus pour cela, ont préféré donner à l'immédiat la possibilité de consommer sans mesure, sans se préoccuper de l'avenir. Autrement dit, l'individualisme est vraiment, me semble-t-il, la clé de toutes les formes de la crise telles que nous la traversons aujourd'hui. La clé ultime, la clé anthropologique, la clé civilisationnelle, pourrait-on dire. Peut-être pas la clé technique, mais la technique n'est qu'une déclinaison de cette première signification, de cette première cause de cette crise que nous traversons. Choisir de s'engager, choisir de regarder sa propre vie comme quelque chose qui ne concerne pas que nous-mêmes. Voilà peut-être ce qu'on pourrait appeler l'engagement. Considérer que notre vie, précisément, n'est pas dégagée de toutes les obligations possibles, que ça n'est pas le moment de dégager, justement, que c'est le moment de s'engager, c'est-à-dire de regarder dans sa propre vie ce qui peut être l'occasion de servir, ce qui peut être l'occasion de faire en sorte que notre vie soit mesurée par une autre mesure que notre propre bonheur. Choisir même de placer le succès de notre vie, et donc notre bonheur, dans ce que nous aurons pu apporter à d'autres qu'à nous, dans ce que nous aurons pu produire de plus grand que nous. Eh bien, il me semble que c'est déjà en soi la solution de la crise. Avant même que nous ayons mis à profit notre engagement, cette simple perspective que nous jetons sur notre propre vie est déjà une réponse que nous apportons à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Au fond, cet altruisme nécessaire, il ne faut pas avoir peur d'employer ce mot qui pourrait paraître un peu dépassé, cette générosité que nous sommes appelés à avoir aujourd'hui plus que jamais dans le rapport que nous avons à notre propre existence, à notre travail, à nos revenus, à notre parcours de formation, à notre parcours de carrière, cette générosité que nous sommes appelés à avoir, qui consiste à regarder notre vie comme étant la condition d'un plus grand bien, non pas seulement pour nous, mais pour les autres, elle est à la fois la clé de notre bonheur, j'en suis absolument certain, et elle est aussi la clé du bien de notre société, parce qu'au fond, c'est ce témoignage-là qui est attendu. L'idée que notre vie pèse plus que notre vie. L'idée que notre individualité vaut plus que notre individualité. Que la mesure de l'homme, c'est plus que la mesure de l'individu. Que notre mesure, c'est plus que notre simple bonheur. Ou que la simple satisfaction de nos désirs individuels. L'idée que Pascal résume d'une formule très paradoxale et très étonnante qui dit que l'homme passe infiniment l'homme. Que nous sommes appelés à nous dépasser dans quelque chose qui est plus grand que nous. Cette idée-là, au fond, sans doute, de la même façon que l'individualisme qui a voulu nous enfermer dans notre propre mesure est la clé de tous les problèmes que nous rencontrons, cette idée-là est sans doute en elle-même, la simple réponse aux difficultés qui sont les nôtres. Après, là encore, nous trouverons les solutions techniques. De toute façon, nous n'avons pas le choix, il va bien falloir que nous les trouvions. Les solutions techniques, nous les trouverons.
Et il est certain que nous aurons assez de compétences, assez d'intelligence, assez de qualité pour pouvoir venir à bout des problèmes qui se posent à nous. La seule question qui se pose donc, c'est la question de savoir si nous sommes capables de regarder notre vie avec ce regard-là, avec ce regard profondément désintéressé, qui est non seulement la clé du bien de la société, mais qui est aussi la clé de notre propre bonheur. Parce que paradoxalement, l'individualisme fait notre malheur commun. Nous n'avons jamais vécu dans une société où règne encore aujourd'hui une telle prospérité pour chacun, où le désir individuel peut être aussi facilement satisfait, et pourtant nous n'avons jamais été aussi malheureux, nous n'avons jamais consommé autant d'antidépresseurs, précisément parce que construire une vie à la mesure de notre individualité, c'est construire une vie qui perd sa signification. A l'inverse, ouvrir notre vie sur quelque chose de plus grand que nous, l'engager au service de quelque chose qui est plus grand que nous, c'est sans doute à la fois la clé de notre bonheur et aussi la clé de ce dont notre société a besoin. C'était peut-être très rapide, très superficiel, et j'en suis désolé, ça mériterait d'être consolidé, mais j'étais très heureux de partager ces quelques réflexions avec vous. Merci beaucoup. Sur l'engagement, parler d'engagement, et c'est vrai que dans l'engagement, on est souvent tenté par un engagement qui brille. L'engagement politique brille pas mal. L'engagement associatif, ça brille un peu moins. Et même dans l'associatif, il y a des choses qui brillent pas. Quel est votre avis là-dessus? Alors, je vais... Merveilleux. Vous avez tout à fait raison. Je crois, quand je parlais de cette distorsion du regard que nous avons souvent, je crois vraiment qu'on est fasciné par la politique, qu'on est fasciné par le pouvoir d'une façon générale. Ça, c'est une constante, mais je crois que nous sommes fascinés à tort par la politique et nous sommes persuadés que notre salut viendra d'elle. Et nous avons toujours cette espèce de naïveté qui consiste à croire que celui qui nous sauvera, c'est l'homme politique providentiel. Et nous attendons invariablement qu'arrive enfin un vrai bon parti, un vrai bon responsable politique qui soit notre rédempteur et qui vienne apporter les solutions aux difficultés que nous rencontrons. En fait, je crois que c'est vraiment une myopie et que l'essentiel, quand je disais que l'essentiel est intérieur, je pense vraiment que l'essentiel est invisible. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui ne se voit pas. Ce qui agit vraiment dans l'histoire, c'est ce qui est discret et silencieux. Alors là, vous allez dire encore une fois déformation professionnelle, mais quand j'ai eu le projet d'enseigner la philosophie, c'est parce que j'étais profondément convaincu de cette idée-là, qu'au fond, on prépare mieux l'avenir dans l'obscurité d'une salle de classe qu'en s'engageant dans un parti. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait qui s'engagent dans les partis, mais c'est très important. Je pense que chacun aussi fait ce à quoi il est appelé, avec ses talents, avec sa personnalité, avec les situations dans lesquelles il se trouve placé aussi, et de ce point de vue-là, la vocation de situation est aussi une réalité. Mais moi qui aimais la philosophie et qui me sentais plutôt attiré par l'enseignement, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose dans la discrétion, dans l'obscurité de ce métier, et dans son caractère même parfois un peu marginalisé, qui pourtant était décisif. De fait, c'est pas évident comme projet, parce que d'abord, je ne sais pas s'il y en a est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle? Vous voyez, dans notre petit monde, c'est pas si fréquent que ça, hein. Alors, c'est exactement ça. Quand j'avais 19 ans et que je suis entré à l'école et que j'ai dit que je voulais être prof de philo, mais personne ne me croyait. Mes amis me disaient, non, attends, tu vas quand même pas être prof de philo. Enfin, prof. C'est un truc sérieux, quoi. Va travailler dans une entreprise, quoi. Un vrai métier, quoi. Mais pas prof. En plus, toi, t'es pas de gauche, quand même. Enfin, prof. Non, prof, le raté, quoi. Enfin, vous voyez, l'échec, quoi.
c'est terrifiant. Et donc, en effet, je partage complètement votre avis. Enfin, on est pris dans cette absurde vision qui fait qu'on a l'impression que pour agir vraiment, il faut aller là où ça se voit. Ce qui est visible, ce qui est palpable, ce qui est brillant aux yeux du monde, l'argent ou la politique, voilà précisément ce qui compte. Et en fait, en réalité, c'est une absurdité. Et alors, il suffit pour s'en convaincre de jeter un bref regard en arrière. Un tout petit regard historique suffit à nous convaincre du contraire. Qui a fait mai 68, par exemple? Qui a fait la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Qui a fait la société dans laquelle il est interdit d'interdire? Qui a fait la société dans laquelle la religion n'a pas à se mêler des affaires de l'État? Mais ce n'est pas des politiques. C'est évidemment pas des politiques. Alors là, pour le coup, je ne voudrais pas favoriser ma corporation, mais c'est une petite poignée de philosophes, minuscules. Celui qui est le père de la société que nous connaissons aujourd'hui, plus que personne d'autre, c'est Nietzsche. Alors évidemment, tout le monde l'a oublié, mais c'est la marque suprême de son succès. Le génie se fait oublier dans son œuvre. Et donc, quand Daniel Cohn-Bendit taguait sur les murs de la Sorbonne « Dieu est mort, tout est permis », il était sans doute persuadé d'être très intelligent et de faire l'histoire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est Nietzsche qui écrivait, et que lui faisait que tenir la plume. Vous voyez? De la même façon que, je ne sais pas, qui a fait les droits de l'homme, par exemple? Qui a construit cette idée, qui a réussi à révéler cette idée magnifique que tout homme, par nature, a des droits? C'est quand même incroyable comme idée. Ça, pour le coup, c'est une vérité qui est loin d'être évidente, vous voyez? Ben, cette vérité-là, elle a été mûrie pendant des siècles par des philosophes, par des juristes, par des théologiens. Vous voyez, vous lisez des noms qui sont complètement inconnus. Suarez, par exemple. Qui connaît Suarez dans ces salles? Personne. Mais par contre, tout le monde connaît la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ben, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, indirectement, c'est Suarez qui l'a écrite. Sauf que personne ne le sait. Donc je crois que, en fait, en réalité, ceux qui font l'histoire sont ceux qui ne se voient pas forcément. Et ceux-là, eh bien, Nietzsche en avait justement une conscience extrêmement aiguë. La vie de Nietzsche, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Nietzsche, qui est un auteur fabuleux, mais la vie de Nietzsche, c'est l'histoire d'un échec aux yeux du monde. C'est-à-dire qu'il a commencé une carrière d'universitaire qui commençait très brillamment, mais enfin il s'est brouillé avec tout le monde, donc il l'a complètement raté. Il s'est fait virer de tous les postes d'enseignement où il était, en plus il était toujours à moitié malade, donc ça ne se passait pas très bien. Et puis il s'est mis à écrire, il publie des livres, le premier est très lu, le deuxième moins, le troisième pas du tout, à la fin il publie à compte d'auteur, mais les livres les plus importants de sa vie et les plus forts, ceux qui vont transformer l'Europe, ceux qui vont transformer le monde occidental, ceux qui vont transformer le rapport que nous entretenons aujourd'hui, et même à l'intérieur de notre propre foi à la religion, eh bien, ces livres-là, ils ont été écrits dans une discrétion absolue. Mais ça ne décourageait pas Nietzsche, qui était absolument conscient que ce qu'il était en train de faire allait ébranler, à plus ou moins court terme, les fondements sur lesquels était construite la morale classique de l'Occident chrétien. Nietzsche en avait parfaitement conscience. Et dans Ainsi parlait Zarathustra, qui est son dernier livre, qu'il écrit alors qu'il a déjà les premiers symptômes de la folie, etc., donc il y a un livre très mystérieux et très, très fragile de certains points de vue, Nietzsche écrit la chose suivante. Alors ça, vous voyez, c'est pour répondre à votre question, il n'y a pas de meilleure réponse. Ce sont les paroles les plus silencieuses qui sèment la tempête, et les pensées qui mènent le monde viennent sur des pattes de colombe. Ce sont les paroles les plus silencieuses qui sèment la tempête, et les pensées qui mènent le monde viennent sur des pattes de colombe. Extraordinaire. Donc ça veut dire, vous voyez, qu'au fond, c'est pas la peine de faire beaucoup de bruit pour commencer à agir. C'est pas la peine qu'on vous donne le micro pour commencer à témoigner, vous voyez. Au fond, c'est précisément dans ce qu'il y a de plus silencieux que le plus décisif se joue. Et l'engagement, il ne faudrait pas le restreindre à des lieux précis de l'engagement, comme si l'engagement ne pouvait se vivre que dans la politique, ou même d'une certaine façon, que dans le monde associatif. Je crois encore une fois que, moi, ce que j'appellerais l'engagement au sens le plus large, c'est le regard que nous portons sur notre propre vie, sur notre propre pensée, sur notre propre culture, sur notre propre intelligence, sur notre parole. Hein, au fond, regardez par exemple la façon dont nous envisageons la culture. La culture, vous l'aurez compris, je pense que c'est quelque chose d'absolument décisif. Et pourtant, nous aussi, nous regardons bien souvent la culture comme quelque chose de complètement artificiel. Bon, la culture, il faut aller de temps en temps dans un opéra, ça fait bien, c'est classe, on prend un billet à Bastille, on fait sa petite soirée, etc. Au fond, qui d'entre nous lit beaucoup ? Qui lit La Bruyère, Voltaire, qui lit Condillac, Rousseau, qui lit, j'en sais rien moi, qui lit Suarez justement, qui lit Nietzsche, enfin, qui prend le temps, ou même de lire des vrais romans, vous voyez, qui lit la comédie humaine. Et pourtant, dans la comédie humaine, on a tout ce qu'il faut pour agir sur notre époque. On a précisément un regard magnifique posé sur la société, et donc tous les moyens d'y agir intelligemment. Et donc ne faisons pas, là encore, comme si notre propre culture ne comptait que pour nous, comme si c'était juste une question d'agrément pour nous-mêmes. Hein, le fait que nous soyons cultivés,
ou le fait que nous soyons compétents, par exemple, le fait que nous soyons compétents dans ce que nous avons à faire, eh bien, ça ne compte pas que pour notre carrière. Ça compte pour le bien de la société dans son ensemble, parce que de notre compétence, de l'état de notre culture, de la maturation de notre intelligence, dépendra la qualité précisément de notre engagement dans le monde. Alors voilà, ce que j'appellerais l'engagement, c'est d'abord ce regard qu'on porte sur sa propre vie, et précisément il y aurait peut-être une forme d'illusion, me semble-t-il, à penser que l'engagement, ça se fait dans des lieux particuliers. Et ah non, mais là j'ai mon boulot, mais un jour je m'arrêterai, et pendant un an j'irai faire de l'humanitaire. C'est super important l'engagement. C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Donc j'irai faire de l'humanitaire, ou j'irai dans une assoce, où je ferai de la politique, etc. Mais en fait, l'engagement, ça commence maintenant, vous voyez. C'est-à-dire que dans votre travail, vous pouvez être engagé. Ça ne veut pas dire qu'il faut témoigner n'importe comment, à temps et à contre-temps, mais ça veut dire que votre place, votre connaissance, vos compétences, elles sont précisément d'ores et déjà utiles, pas seulement pour le témoignage, mais pour le service concret de la société dans son ensemble. Et du coup, je me demandais quels sont les liens aujourd'hui entre les politiques et les philosophes. Est-ce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont des philosophes? Est-ce qu'ils s'appuient sur eux? Comment ça se passe? Alors, votre question suppose de répondre d'abord à deux questions préalables. Y a-t-il aujourd'hui des philosophes? Y a-t-il aujourd'hui des vrais responsables politiques? La réponse à ces deux questions est au moins problématique. Alors, pour ce qui nous tient lieu de philosophes, et pour ce qui nous tient lieu de politique aujourd'hui, on pourrait dire que la relation est réglée par un strict rapport d'utilité. La politique, aujourd'hui, voudrait se servir des idées comme d'un matériau utile pour légitimer ses ambitions. Je vous raconte une scène une scène que j'ai vécue, qui est une scène presque balsacienne, justement, mais j'avais 21 ans et j'étais en cabinet ministériel, j'étais au cabinet du garde des Sceaux, donc, et j'étais conseiller technique, je m'occupais de la prospective, et le cabinet allait, enfin le ministre allait bientôt être remplacé à la faveur d'un remaniement ministériel, donc mon mandat en cabinet allait s'arrêter. D'ailleurs, j'avais l'intention de m'arrêter, et donc, vous savez, à ce moment-là, surtout quand il n'y a pas d'alternance, il y a une sorte de mercato, enfin, entre les cabinets, et donc je suis invité à dîner par une secrétaire d'État à l'écologie, je n'aurais pas dû vous dire, vous allez la reconnaître. Maintenant, je ne vais pas pouvoir vous raconter toute l'histoire. Bon, alors gardez-le pour vous, je fonce. Alors, je ne la connaissais pas du tout, je ne la connaissais absolument pas, et donc elle m'invite à dîner dans son ministère. Et on dîne à 4 avec son chef de cabinet, son conseiller politique, je ne sais plus, et puis son mari et donc j'avais 21 piges, j'étais très étonné d'être là. Et puis on parle de tout et de rien, c'était très agréable, dans les beaux salons du ministère de l'écologie, enfin, c'était vraiment très très curieux, on parle de philosophie, de poésie, de plein de choses. Et puis au dessert, elle me dit, bon voilà, monsieur Bellamy, je ne vous ai pas fait venir pour ça, je voulais vous dire un truc important. Madame le ministre, elle me dit, voilà, et je vais être présidente de la République, et je vous propose de travailler pour moi, et je pense que pour vous, ce serait une très bonne idée. Alors, je lui dis, Madame le ministre, écoutez, merci beaucoup, je suis très honoré. Vous imaginez, j'étais un peu surpris, et puis, écoutez, je ne sais pas tellement à quoi je peux vous être utile. Elle me dit, en fait, c'est très simple, moi je suis ingénieur de formation, donc tout ce qui est technique, je connais, l'écologie, je connais, c'est un truc, voilà, bien ça. Mais tout le reste, j'ai aucune idée. Sur tous les sujets de société, j'en ai aucune idée. Et donc, j'aimerais bien y réfléchir. Et j'ai besoin de vous pour m'aider à y réfléchir. Vous voyez, je suis sorti là en me disant, au-delà de l'étonnement de cet échange, en me disant, ce qui est le plus singulier, vous voyez, c'est que cette responsable politique, qui est très brillante, qui est très intelligente, qui a un parcours très prometteur, la suite l'a prouvé, elle affirme, elle a une certitude, c'est qu'elle veut, et même pas seulement qu'elle veut, mais qu'elle sera présidente de la République, elle est habitée par cette certitude, elle veut l'être, vous voyez, c'est ce qui habite son projet, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi faire.
savez, il y a un film génial qui s'appelle Dans la peau de Jacques Chirac, qui avait été fait par Charles Zéro et qui raconte à partir d'images d'archives le parcours de Jacques Chirac. Et il y a un imitateur qui fait la voix de Jacques Chirac et qui commente les images. Et Chirac dit à un moment, mais oui, ça devient vrai, alors que c'était de la dérision. Chirac, à un moment, donc la voix de l'imitateur dit le problème avec le pouvoir, c'est que. Non, il dit le pouvoir, je ne suis fait que pour le conquérir. Pour ça, je suis très fort. Mais après, une fois que je l'ai, je ne sais pas comment faire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que donc, les responsables politiques, vous voyez, ce qu'ils savent aujourd'hui, mais précisément à cause de cette situation relativiste dans laquelle on se trouve, ce qu'ils savent, c'est qu'ils veulent le pouvoir. Et donc, grâce à peut-être Nicolas Sarkozy, vous savez qu'avec son équipement, c'est pas seulement embrasant, etc., l'idée de l'ambition décomplexée, voilà, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, bien sûr, je vais être président. C'était le grand credo de Sarkozy pendant des années, qui avait quelque chose de sain, en fait, parce que du coup, on se disait, ben ça, voilà, c'est vrai que c'est pas la peine de se cacher, de mentir, d'être hypocrite. Donc Sarko, je me rappelle, il faisait une visite dans une usine en 2005, il voit un type qui est là et il dit vous êtes quoi? Le gars dit je suis contremaître. Il dit vous êtes sous-chef, c'est ça? Alors le type dit ouais, je suis sous-chef. Vous voulez devenir chef, hein? Et le gars dit ouais. Et moi c'est pareil, je suis sous-chef et je vais devenir chef. Mais c'était sympathique, vous voyez, c'est sympa, c'est frais, et puis au moins c'est franc, quoi. On se dit, bon, le type il ment pas, quoi. Voilà, il est clair, il nous dit, voilà, je suis le président de la République, bon, au moins c'est posé, quoi. Le problème de cette ambition décomplexée, c'est quand il n'y a rien derrière, quoi. Dire être président, pourquoi? Et quand on ne sait pas pourquoi on va l'être, alors du coup on dit, bon, il me faut un programme, quoi. Donc on appelle un type, on dit, vous êtes philosophe, vous, c'est ça? Ouais. Vous n'auriez pas des idées qui seraient un peu de droite, là Alors le problème, c'est que du coup, on fait appel à deux types de personnes. Donc on fait appel aux philosophes, enfin pour ce qu'il en reste, donc on fait intervenir des intellectuels dans des conventions politiques, etc. Et puis après, on fait appel aux sondeurs. Alors on dit aux sondeurs, on veut tester cette idée, là. Les gens, les frontières, ils sont pour ou contre? Ils sont pour, très bien, on va faire une campagne sur les frontières. Alors oui, le politique se laisse complètement guider par l'opinion, mais complètement, précisément parce qu'il n'a plus de vision. Regardez sur le mariage homosexuel, par exemple. C'est génial comme truc. Le mariage homosexuel, alors, on vous dit, le mariage homosexuel, de toute façon, puisque vous voulez, il faut le faire, puisque la société évolue. Et donc, il faut le faire. De toute façon, ça se fait. C'est le sens de l'histoire. La société évolue, et donc, il faut bien que la loi évolue aussi. J'ai rencontré Erwan Binet, le rapporteur du projet Bloc, parce que j'ai signé un texte dans l'IB sur le... Enfin, on avait écrit un texte qu'on a signé avec 1000 jeunes, peut-être certains d'entre vous l'ont signé, 1000 et depuis beaucoup plus, qui s'appelait Mariage pour tous, justice nulle part. Et donc, Erwan Binet nous a reçus, ça se présentait comme une lettre ouverte parlementaire, donc on lui a adressé, et puis il nous a invités à le rencontrer, et puis son argument, c'était de dire, écoutez, de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas, les familles homoparentales, elles existent, donc il faut bien les reconnaître. Voilà, la loi, il faut qu'elle valide l'évolution de la société. Enfin, entendre un législateur qui dit ça fait un peu froid dans le dos quand même. Parce que vraiment, on a perdu précisément toute vision politique. Le législateur, il n'est pas là pour dire mais ça se fait, donc il faut le reconnaître. Parce que sinon, alors après, l'argument c'est parce que ça se fait comme ça se fera dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions, très important. Les familles homoparentales, elles existent, donc il faut les reconnaître, comme ça se fera dans des bonnes conditions. Alors, dans ce cas, on pourrait dire, je ne mets pas sur le même plan les familles homoparentales et les cambrioleurs. Enfin, les cambrioleurs, ils existent aussi, ils n'ont pas attendu que la loi les reconnaisse pour faire leur activité. On pourrait dire, oui, il faudrait quand même légaliser l'activité du cambrioleur, parce que qu'est-ce que vous voulez? La société a évolué, elle est très en retard, la loi. Ça fait très très longtemps que les cambrioleurs, ils existent. Et comme ça permettrait aux cambrioleurs de faire leur activité dans de bonnes conditions. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas protégés par le droit du travail. C'est quand même un problème, ça. Comment il fait le braqueur pour se virer? Non, mais c'est... Donc oui, pourquoi est-ce qu'on interdit le cambriolage? Précisément parce que le législateur dit que le cambriolage, c'est mal parce que le droit à la propriété privée, c'est un droit fondamental. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est juste. Et ça, c'est bon pour une société. À partir du moment où... Ça, c'est quand même une idée relativement simple, vous voyez. Et donc, pas la peine d'appeler des philosophes pour le savoir. Mais le problème, c'est que dès que ça se complexifie un peu, l'idée que de toute façon, il n'y a pas de vérité, du coup, il ne reste plus à la loi qu'à accompagner l'évolution de la société. Alors, on demande aux philosophes de donner des produits qui soient marketables par des sondeurs, de produire des idées qu'on puisse ensuite vendre à l'occasion on teste des idées comme ça. Ça devient de pire en pire d'ailleurs, parce qu'à la dernière campagne présidentielle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la première fois que les sondeurs ne testaient pas auprès des gens des idées, mais des mots. Tiens, on vous dit par exemple, je ne sais pas, Nicolas Sarkozy a dit halal dans sa campagne, sa cote remonte de 2 points. Il a dit le mot halal. Mais dire un mot, c'est pas encore produire une idée. On ne sait pas exactement quelle est son idée, mais enfin, il a dit il faut parler du halal. 2 points, 3 points. Vous voyez, donc, au fond, quelle place la politique aujourd'hui laisse aux idées? Je ne suis pas sûr qu'elle en laisse beaucoup.
parce que je suis pas sûr non plus que les citoyens demandent beaucoup d'idées. Au fond, les politiques ne font que ressembler à ce que nous attendons d'eux, malheureusement. Mais donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une relation très superficielle entre l'activité philosophique, encore une fois, qui est plutôt l'activité intellectuelle et médiatique intellectuelle, qui n'est peut-être pas l'activité philosophique au sens plus précis du terme. On pourrait dire que les philosophes d'aujourd'hui, ceux qui se promènent sur